Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de chroniques et de reportages. On est ensemble tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux reporters de la rédaction de Public Sénat. Avec au sommaire de ce 18 novembre, Michel Barnier face au mur des mouvements sociaux. Nous, on est encore plus dans la galère que l'année dernière. Donc il y a eu des promesses qui ont été faites l'année dernière pendant nos manifestations. C'est pour ça qu'on avait levé les barrages, etc. Et en fait, on est toujours au même point et ces promesses-là n'ont pas été tenues. Les agriculteurs aujourd'hui, la SNCF, jeudi, les services publics, le 5 décembre, les grognes vont se succéder. Peuvent-elles s'agglomérer? Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement? Ces colères rendent-elles le budget encore plus impossible à boucler? Réponse dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, ce paradoxe. Pourquoi les catastrophes naturelles répétées n'empêchent pas les climato-sceptiques de proliférer? Aux États-Unis, Donald Trump vient de nommer ministre de l'énergie un maniaque de la fracturation hydraulique. Et en France, chez nous, une enquête récente montre qu'un Français sur 3 considère que le dérèglement climatique n'est pas lié à l'activité humaine. Comment les convaincre du contraire? Quel impact ce déni a-t-il sur les politiques publiques? Ce sera le thème de notre débat et ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, le gouvernement Barnier face à son premier test social. Antoine Joubeau. Face à la gronde sociale, le gouvernement réagit. D'abord, celle des agriculteurs et ses plus de 80 actions prévues à travers la France. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, déclare avoir reçu des responsables syndicaux agricoles pour dialoguer, mais aussi poser des limites. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, évidemment, mais il y a des limites. Et je leur ai indiqué qu'il y a 3 limites. Pas d'atteinte aux biens, pas d'atteinte, à plus forte raison, aux personnes, et pas d'enquistement. Pas de blocage durable, parce que sinon, ce sera tolérance zéro. Autre grève, celle des agents de la SNCF prévue ce jeudi. Les syndicats réclament notamment un moratoire contre le démantèlement de Fret SNCF. Lors d'une question au gouvernement la semaine dernière, le sénateur républicain Philippe Tabarot interpelle, selon ses mots, sur l'entrave de la liberté d'aller et venir des Français. C'est toujours l'usager qui trinque parce que depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans un jour de grève à la SNCF. Réponse du ministre des Transports. La question de la continuité du service public est un principe constitutionnel au même titre que le droit de grève et je suis également attaché à chacun de ces 2 principes. Enfin, la colère des élus locaux. Alors que le 106e congrès de l'Association des maires de France s'ouvre mardi, le président de l'AMF, David Lisnard, prévient du risque de gilet jaunisation des maires face, selon lui, au dénigrement de l'action communale et au délitement des moyens. 41 démissions de maires par mois depuis le début du mandat. C'est 2 fois plus que la décennie précédente. Et puis, il y a ceux qui s'accrochent, qui ont envie de servir. On a 500 000 élus locaux en France. C'est un trésor. 90% sont totalement bénévoles. Pour exprimer leur colère, les maires ont prévu plusieurs actions cette semaine. La première sera ce mardi à 13h45. Les élus se réuniront symboliquement avec leurs écharpes. La grogne sociale d'un côté, le budget à boucler de l'autre. Comment Michel Barnier peut-il en sortir? Peut-il lâcher du lest? On en débat tout de suite. Bernard Huillet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Caroline Michel-Aguirre, bonsoir, et bienvenue. Grand reporter au service politique du Nouvel Obs. Jean-Marie Pernaut, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences politiques associé à l'Institut de recherche économique et sociale et au Centre d'histoire sociale. Et Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu, éditorialiste politique. Je vais rappeler pour commencer cet enchaînement de mouvements sociaux. Les agriculteurs, on y est. Il y a les métiers de la petite enfance. Demain, SNCF, ça commence le 21 novembre. Et puis ensuite, il y a ce préavis de grève illimité à partir du 11 décembre. Les services publics, c'est le 5 décembre. Et puis on peut aussi rajouter les laboratoires de biologie au moment de la fin de l'année, 23 au 31 décembre. Bernard Huillet, ce sont des mouvements, des causes évidemment de grogne sociale qui sont différents. Vous y voyez un point commun, à part le gouvernement Barnier et les réformes éventuelles, les siennes ou celles de ses prédécesseurs?
Ce qu'il y a de commun, c'est que ça occupe l'actualité, ça occupe les rues, ça occupe les routes, mais ça ne peut pas être considéré comme une convergence des luttes. Il y a des intérêts très différents, il n'y a pas volonté des organisateurs de se rejoindre pour faire plier le gouvernement dans une direction particulière, en tout cas dans une dimension politique. C'est très catégoriel aussi, c'est très, on pourrait presque dire corporatif. Attention, quand on dit corporatif, ça peut vouloir dire aussi corporatiste. Ça ne l'est pas, corporatiste. Ce n'est pas corporatif, c'est très important. Les deux grands chantiers, les agriculteurs et les cheminots. Mais l'idée d'une convergence des luttes n'est pas au rendez-vous. Il y a un seul point également convergent, par contre, c'est que le Premier ministre a les poches vides. Ah, ça, effectivement, et on va longuement en parler dans ce débat. Est-ce que c'était inévitable, d'une certaine façon, Caroline Michel-Aguirre ? Ce qui était inévitable, c'est que la France était à l'arrêt, paralysée politiquement, en tout cas, quasiment depuis le mois de mars-avril. Il ne s'était rien passé. On est resté des semaines et des mois avec un gouvernement démissionnaire, donc pas d'interlocuteur. Il y a eu les JO, l'été, enfin bon, on savait de toute manière, il suffisait de lire les sondages que voilà, les Français étaient dans une situation d'attentisme, mais que les problèmes n'étaient pas résolus. Et de fait, le problème des agriculteurs, il s'était fait entendre il y a un an. Le gouvernement précédent, celui de Gabriel Attal, avait fait des promesses qui ne se sont pas encore transformées en loi. Et les cheminots, bon, c'est un petit coup de semonce avant des négociations salariales, qui là sont un peu liées aussi à la situation économique qu'on a connue, l'inflation. Donc si vous voulez, c'est un peu comme un entonnoir, un espèce de goulet d'étranglement qui fait que des tas de décisions ont été repoussées. Les gens attendaient d'avoir un interlocuteur, ils ont Michel Barnier et tout lui tombe dessus en même temps. Oui, il n'y a pas, pour être bien précis Jean-Marie Pernaut, il n'y a pas d'intersyndicale à la manœuvre avec ce que nous disait Bernard Vivier, hein, l'envie de bloquer le pays. On n'en est pas là, je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais on n'en est pas là. Non, non, je rejoins ce qui a été dit là-dessus. Il n'y a pas de convergence organisée, en tout cas. Il y a une convergence dans le temps, parce qu'effectivement, pour les raisons qui ont été dites, tout arrive un peu en même temps. Il n'y a pas de stratégie délibérée. Après, ce que ça peut donner à la sortie, c'est un peu une autre histoire, parce que c'est un peu le propre de notre histoire sociale en France, c'est qu'il est extrêmement difficile. Ça arrive que des mouvements un peu catégoriels la météo assez précisément. Donc il y a des fois, l'enjeu, c'est de savoir si tout ça finira par faire boule de neige ou pas. Et bien malin qui peut dire oui ou non, parce que on n'est pas au bout de surprise. Le mouvement des Gilets jaunes, il est sorti comme ça, personne ne l'a vu venir. Les syndicats non plus, d'ailleurs. Les syndicats non plus, non, je dis bien personne. Donc, bon, je n'évoque pas ça comme une piste, les Gilets jaunes, mais on ne peut pas savoir ce qu'une situation sociale comme ça, qui malgré tout reste assez explosive, même si elle est effectivement disséminée et elle obéit dans chaque secteur à des logiques propres. Il n'empêche que, d'une part, ça converge dans le temps, mais aussi on est dans une situation politique qui pose question sur la légitimité du gouvernement. Et ça, tous les secteurs le ressentent. Non seulement sa fragilité, on le sait, le Parlement, la dette publique, etc., mais aussi sa légitimité en termes de sortie des urnes, quoi, parce qu'on a un gouvernement qui ne correspond pas à ce pourquoi les gens ont voté, pourquoi ou contre quoi ils ont voté. Et que ça crée quand même un élément d'incertitude supplémentaire. Est-ce que vous y voyez une sorte de troisième tour des législatives, notamment pour les Françaises et les Français qui ont voté pour le nouveau Front populaire? Bernard Vivier. Non. Ce que nous voyons, c'est que ces mouvements expriment une lame de fond de l'évolution de la société. Il y a des lourdeurs, il y a des inquiétudes qui se traduisent, ces lourdeurs et ces inquiétudes, par du repli. Dans les entreprises, nous on le voit à l'Institut supérieur du travail, ce qu'on a pu appeler de façon abusive la grande démission, une distance par rapport à l'entreprise, un manque d'implication, mais aussi des tensions qui dépassent les appareils. En politique, les maires ont été mis sur le banc de touche par le pouvoir central. Ils se rebellent aujourd'hui. Les cheminots ont affaire aussi à une base de cheminots, notamment les contrôleurs, décembre 2022, janvier 2024, février 2024 cette année, où les syndicats ont eu du mal à courir après eux. Chez les agriculteurs, 3 organisations syndicales qui vont le 31 janvier prochain élire leurs représentants dans les chambres d'agriculture. Et on sent bien que coordination rurale, confédération paysanne, presse la puissante FNSEA, et tout le monde est là.
Le problème de fond, il est de deux ordres. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Et chez les agriculteurs, c'est très net. Pas chez les cheminots, mais chez les agriculteurs, c'est très net. Et deuxièmement, le sentiment d'être loin, d'être, par rapport à ceux d'en haut, ceux qui sont loin de tout. Ça avait nourri le phénomène Gilets jaunes, ça nourrit aussi le phénomène des agriculteurs. Oui. Et l'affaire du Mercosur donne une dimension planétaire à cette inquiétude. On va y revenir sur le Mercosur tout de suite en écoutant Emmanuel Macron, parce que en arrivant en Argentine, là, il est en Argentine, il va vers le G20 qui se tient au Brésil. Ça tombe bien, on est vraiment au cœur des pays qui s'apprêtent à signer ce traité de libre-échange avec l'Union européenne. Le chef d'État affirme avoir entendu les agriculteurs français. Écoutons. Ça fait 7 ans que je m'oppose à ce traité. Et j'en parle à nos agriculteurs les yeux dans les yeux. Est-ce que depuis que je suis président, je n'ai pas tenu mes engagements? Jamais. Lorsqu'on a signé avec le Canada, on a obtenu des garanties. Et je vous ai dit, cet accord sera bon pour vous. 5 ans après la mise en application provisoire de l'accord avec le Canada, il est bon pour l'agriculture française. Contrairement à ce que tous les mensonges qui circulent peuvent dire. C'est-à-dire qu'on exporte plus de lait, plus de fromage vers le Canada et beaucoup d'autres produits agricoles, et que ce qu'on nous décrivait comme l'invasion d'une viande qui n'avait pas les mêmes critères à l'arrivée n'est pas arrivé, parce qu'on avait mis des garanties. Et là, je vous le dis, ces garanties aujourd'hui, elles n'y sont pas sur le Mercosur. C'est pour ça que nous allons continuer de nous opposer. Alors, ça fait 25 ans que cet accord il est sur la table. Caroline Michel-Aguirre, on peut peut-être déjà expliquer qu'il y a d'autres pays européens qui en ont assez d'attendre. C'est le contexte général au niveau de l'Union européenne. Oui, ça fait 25 ans. Il faut imaginer que cet accord de libre-échange est né dans un moment, au début des années 2000, de mondialisation heureuse, de fin du bloc soviétique. Voilà, la paix allait rayonner dans le monde grâce au développement du commerce. C'est donc une négociation entre, d'un côté, des groupes de pays d'Amérique du Sud et de l'autre côté, tous les pays européens qui n'ont pas les mêmes enjeux agricoles. Nous sommes, la France, le premier pays agricole et nous sommes inquiets des importations qui pourraient venir de ces pays-là sans droit de douane. Mais d'autres pays, en particulier l'Allemagne, eux veulent absolument que ces droits de douane baissent, notamment pour exporter leurs produits industriels, leurs voitures, dans un moment où leur économie est atone. Et là, c'est très clair. Ce qu'on voit un petit peu moins, ce qu'on comprend un peu moins, c'est pourquoi des pays comme l'Espagne ou l'Italie sont aussi très partants pour cet accord. Peut-être ont-ils aussi besoin, étant donné la faible croissance européenne, d'être tirés par les exportations. Mais tout ça veut dire qu'aujourd'hui, la France est très isolée et pas en bonne posture politique pour s'opposer à cet accord. Alors, justement, je vais vous entendre tous les deux là-dessus, parce qu'on reviendra sur la légitimité de Michel Barnier, mais concernant Emmanuel Macron, son poids européen est tel aujourd'hui, Jean-Marie Pernaut, qu'on a du mal à l'imaginer réussir à convaincre d'autres pays de former un front du refus sur cet accord du Mercosur. Oui, c'est assez mal parti. Hein. Si on fait le compte du soutien potentiel, on est assez loin du compte. Je crois qu'il faut qu'il ait 35% du PIB européen et un certain nombre de pays ralliés à sa cause. Pour l'instant, il est très loin du compte. Et c'est vrai que le rayonnement qu'il a aujourd'hui à l'international laisse assez peu probable cette percée diplomatico-économique. Donc, lorsqu'il dit par ailleurs qu'il a toujours été contre, je pense qu'il y a des gens qui ont assez de mémoire pour se souvenir que ce n'était pas tout à fait le cas. Non, ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est que, vous avez raison, c'est 20-25 ans, mais qu'aujourd'hui, il y a des problématiques un petit peu nouvelles qui sont apparues dans les échanges internationaux, notamment celle du climat, de la déforestation, aussi de savoir ce qu'on mange un peu dans nos assiettes, etc. Et que toutes ces inquiétudes un peu nouvelles qui sont montées ne sont pas du tout prises en compte dans l'accord, et que ça crée un déséquilibre, et que l'argument qu'évoquent aujourd'hui les agriculteurs sur, mais au fond, cette viande bovine qui nous arrive, avec quoi sont-ils nourris, le risque de déforestation. Alors, j'ai cru voir aussi que le président Lula commençait aussi à regarder un peu cet accord avec moins de faveur que n'en avait eu le Brésil au tout départ. Donc, il ne serait pas absurde de penser à une remise sur la plat, mais à plat du sujet. Malheureusement, la machine européenne est partie. Oui.
Mme von der Leyen a bien l'intention d'aller au bout. Donc, Alors justement, ça rejoint la question que je rajoutais, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore du grain à moudre et pourquoi Emmanuel Macron est... Alors il montre son volontarisme, on l'a bien compris, mais avec le risque de prendre un boomerang. Je dis aux agriculteurs, je suis là pour vous, mais l'accord va être signé. Comment vous l'analysez ça ? Le président de la République est par nature un tempérament audacieux, entrepreneur. Ça lui a réussi en politique, en tout cas en 2017. Bien, mais l'affaire aujourd'hui est moins une affaire entre la France et le Canada ou le Mercosur qu'entre la France et le reste de l'Europe. Oui. Il y a aujourd'hui un clivage, un fossé qui grandit tristement entre la France et l'Allemagne. N'oublions pas que le couple franco-allemand, c'est lui qui porte la construction européenne. Oui. Et là, nous avons, après le départ de Thierry Breton, Ursula von der Leyen est un peu la reine de l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire aussi l'Allemagne par rapport à la France. Et ça, c'est très préoccupant. Le commerce mondial s'est considérablement développé. C'est un bien. L'Amérique du Sud, les pays membres, les 5 pays membres du Mercosur et les pays associés ou observateurs, c'est à peu près 550 millions de personnes. L'Europe, c'est 750 millions. C'est-à-dire que ce sont 2 blocs économiques importants à niveau de vie très différents. Donc il est heureux que le commerce mondial permette au Mercosur, à l'ensemble du continent sud-américain, de grandir. Certains disent même que c'est un débouché important, d'autant plus en ce moment que Donald Trump menace de rentrer dans une guerre commerciale pour l'Europe. Oui, alors attention, pas pour l'agriculture, c'est un débouché plutôt pour l'industrie, l'automobile. Mais c'est une opportunité. Évidemment, il faut que la concurrence soit correcte, loyale, pure, parfaite, sans défaut, que les produits qui viennent d'Amérique latine ne soient pas de moins bonne qualité que ceux que l'on produit en Europe et tout particulièrement en France. Les agriculteurs sont fous furieux et on les comprend, des tracasseries administratives qui tombent sur leur tête. Mathieu. Juste une chose, la position d'Emmanuel Macron, elle n'a pas tellement varié au fond sur ce traité du Mercosur. En 2019, la France l'avait rejeté, il y avait un accord de principe qui avait été finalisé. Elle l'avait rejeté précisément pour les raisons que vous dites, c'est-à-dire la France voulait que les États de Sud-Amérique s'engagent à ne pas sortir de l'accord de Paris, elle voulait des mesures sur la déforestation, elle voulait des clauses miroirs. Donc il y avait un discours un peu ferme de la part de la France. À l'époque, d'ailleurs, l'Allemagne disait oui, c'est clair, on va faire comme ça, et Bolsonaro était à la tête du Brésil, c'était pas Lula. Et donc, on ne voulait plus du Mercosur. Mais le problème, c'est que Emmanuel Macron ne s'est jamais donné les moyens de ses ambitions. Il n'a jamais dénoncé ou modifié le mandat qui a été donné il y a 25 ans à la Commission européenne pour négocier ce Mercosur. Or, si vous ne changez pas le mandat, la Commission continue d'avancer. Il n'a jamais modifié le contenu de l'accord, au fond, parce qu'il se dit que... c'est pas ça qui va menacer la survie des agriculteurs. Les agriculteurs ont 1000 raisons d'être en colère, mais c'est pas les volumes, on rappelle les pourcentages, c'est à peu près entre 1 et 1,5% de bœuf qui peuvent arriver sur le marché européen. C'est pas ça qui va fracasser l'agriculture française, même si aujourd'hui c'est ça qui a mis le feu en poudre. Mais la France n'a jamais œuvré de façon, j'allais dire, agissante, quoi, pour changer la donne. Et elle se retrouve aujourd'hui très isolée. C'est vrai, un moment où la France, de toute façon, a perdu de son rayonnement depuis 10 ans, où Emmanuel Macron, en particulier, a perdu de son influence et de son audience auprès de ses partenaires européens. Et du coup, il est bien seul, parce que 4 pays, c'est pas grand-chose. 30% de la population européenne, c'est pas grand-chose. Mais que la France en soit là, à essayer de quémander des alliances avec d'autres alliés, alors qu'avant, c'est vrai que la France avait une voix qui comptait. C'est ce qu'elle a dit encore hier, Emmanuel Macron. Je ne crois pas que l'Europe puisse adopter un traité contre l'avis de la France. Bon, on verra. On verra, effectivement. Et alors, il y a le Mercosur, et puis alors, il y a aussi, dans ce mouvement des agriculteurs, cette histoire de promesses non tenues. Je vous propose d'écouter ce céréalier et maraîcher en Seine-et-Marne, il s'appelle Franck Fournier. Malheureusement, la dissolution de l'Assemblée a arrêté en fait tous les travaux qui étaient en cours. Et donc du coup, on est au même point que janvier l'année dernière, sachant qu'on a fait une moisson plus médiocre encore que d'habitude. Donc en fait, nous, on est encore plus dans la galère que l'année dernière. Donc il y a eu des promesses qui ont été faites l'année dernière pendant nos manifestations. C'est pour ça qu'on avait levé les barrages, etc. Et en fait, on est toujours au même point et ces promesses-là n'ont pas été tenues. Et alors, quand on écoute la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, Caroline Michel Aguirre, elle dit tout est dans les tuyaux. C'est pas antinomique, elle dit vrai et lui aussi ou Oui, les deux sont un peu vrais, puisque en effet une loi avait été préparée. Je me souviens plus, c'est un projet de loi agricole, je me souviens plus. Orientation agricole. Oui. Merci. Son nom précis par le gouvernement de Gabriel Attal, suite aux grèves de l'an dernier, sur un budget de 400 millions d'euros, un certain nombre de dispositions qui répondent à leurs soucis, en partie en tout cas.
syndicats sur les retraites, sur les problèmes de trésorerie récurrents, sur la transmission des exploitations, sur le fait de faire émerger des nouvelles générations. Enfin, il y avait une palette en plusieurs fois d'ailleurs qui avait été enrichie, de propositions qui étaient censées répondre aux problèmes récurrents des agriculteurs. Et puis, patatras, dissolution. On en revient à ce délai de calendrier dont vous nous parliez tout à l'heure. Paralysie, dissolution. Et c'est vrai que depuis que Michel Barnier a été choisi, désigné, je ne sais pas comment il faut le dire, en septembre, il a une petite question budgétaire à traiter. Donc tout ça a repoussé. Un an plus tard, rien n'a bougé. Donc c'est vrai qu'on se met à la place des agriculteurs qui disent vous nous écoutez, mais il ne se passe rien. On va reparler de la légitimité de Michel Barnier dans un instant, mais un dernier mot sur ce conflit des agriculteurs. Jean-Marie Pernaut, vous l'avez entendu dans le sujet de l'ouverture, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui dit OK, on les écoute, on les entend et on est avec eux, ces agriculteurs, sauf s'ils bloquent. Là aussi, il y a une petite prise de risque politique, parce que rien ne dit que les agriculteurs vont pas... on parlait des enjeux syndicaux, des élections professionnelles fin janvier, rien ne dit qu'il ne va pas y avoir une surenchère de tel ou tel. Oui, mais je pense que les dirigeants de la FNSEA, qui sont quand même le gros des troupes et qui, eux, ont la capacité de blocage, les autres l'ont, la coordination rurale dans les zones où elle est implantée, mais il y a indiscutablement, la FNSEA, elle peut ramener... comme elle l'a fait d'ailleurs dans le passé, comme elle le fait parfois dans des départements, où effectivement on envahit la préfecture, on vide... là, en général, la police leur ouvre plutôt la voie que leur ferme. Donc là, le ministre de l'Intérieur dit qu'il empêchera ça, on verra. Mais je crois surtout, vous avez rappelé tout à l'heure à juste titre, il y a des élections professionnelles dans le secteur fin janvier, et que donc chacun veut marquer son territoire, et donc affiche un discours très dur. Pour le reste... Donc avec un petit risque que le mouvement continue, quoi. Oui, mais je pense que là, jusqu'à ces élections. On ne peut jamais, évidemment, écarter que les écarts de conduite non programmés, mais je pense que la FNSEA tiendra à ce que le conflit reste quand même borné. Que ça ne déborde pas, sachant qu'à mon avis, ces dirigeants savent pertinemment que c'est un peu une bataille pour la gloire. Quoi. On a souvent parlé de cogestion des questions agricoles entre les gouvernements, quels qu'ils soient, et la FNSEA, c'est toujours vrai ? Oui. Encore, la FNSEA est une puissance syndicale, c'est une puissance économique, c'est une puissance politique, un peu comme l'était autrefois la Fédération de l'éducation nationale, qui co-gérait l'éducation nationale. Et quand on dit co-gérer, on pourrait presque enlever le CO de co-gérer. C'était vrai à l'époque, ça l'est moins aujourd'hui. Ah oui, bon, oui. Ok. Allez, on se concentre sur Michel Barnier, Mathieu, plongé au cœur de ces crises. Est-ce qu'il est taillé pour ce genre de situation, le Premier ministre ? Bon, on va vite le découvrir. Pour l'instant, Michel Barnier a réussi à imposer un style, celui d'un honnête père ou grand-père de famille qui aurait fait don de sa personne au pays pour le sortir d'une passe difficile. Je ne me suis pas roulé par terre pour devenir Premier ministre. Il a répété ça il y a 3 jours devant l'Assemblée des départements de France. Ce n'était pas la première fois qu'il disait ça. À force, on va quand même finir par peut-être trouver ça un peu louche. Mais bon, l'homme compte pour lui une grosse expérience ministérielle. Je pense notamment à son passage à l'agriculture qui peut le servir. Michel Barnier est aussi crédité ou peut faire valoir un certain talent de négociateur. On l'a vu au moment du Brexit. Et je le disais, depuis son arrivée à Matignon, il a su imposer un style plutôt fait d'écoute, parfois d'humour, un peu british, on l'a découvert, une certaine habileté, voire un sens tactique, notamment la façon dont il a laissé les députés torpiller tout seuls leurs débats budgétaires sur le projet de loi de finances, plutôt que de les prendre frontalement. Et pourtant... quelque chose aujourd'hui me semble coincé dans cette mécanique. Alors, en détail, à quoi pensez-vous ? Michel Barnier, d'abord, il peine à s'imposer en patron. Un chef, c'est fait pour cheffer, vous vous souvenez de cette petite phrase de Jacques Chirac. Or, Michel Barnier ne joue pas le rôle de chef de la majorité, et il peine même parfois à asseoir son autorité sur son propre gouvernement. Il y a une série de couacs, on s'en souvient, que ce soit sur le projet de loi de finances, que ce soit sur la loi immigration. Aujourd'hui, ses partenaires de ce qu'on appelle le socle commun, donc la droite républicaine et les macronistes, décrivent un homme qui, certes, écoute, mais qui, au fond, ne tranche pas beaucoup. Et quand il décide, on lui reproche désormais son manque de constance ou de fermeté, ou de céder carrément sous la pression sur l'indexation des retraites, par exemple, qui devait avoir lieu en juillet seulement et dont la moitié sera faite en janvier, sur la baisse des allègements de charges, par exemple, alors là, qui seraient réduits de moitié, sur la mise à contribution des collectivités locales, qui ont beaucoup protesté et qui pourraient du coup voir un geste en leur faveur. Michel Barnier a fait du 2 pas en avant, 1 pas en arrière. À sa décharge, il faut quand même reconnaître que son budget tient de la mission difficile, si ce n'est impossible. Est-ce que ça peut
lui jouer des tours à court terme. Au-delà du budget, le dossier le plus épineux, c'est sans conteste la crise des agriculteurs, parce qu'on l'a dit, les agriculteurs ont déjà, à tort ou à raison, l'impression de s'être fait rouler dans la farine par le précédent gouvernement. Et il sera difficile au Premier ministre de jouer sur la seule carte de l'écoute. Il faut des gestes maintenant. Et pour les cheminots, en revanche, on est davantage dans un rapport de force classique, j'allais dire, mais la question, c'est pas y aura-t-il de neige à Noël, mais y aura-t-il une boule de neige à Noël, pour reprendre votre expression. Est-ce que la cohorte des plans sociaux, la grogne dans la fonction publique, la colère des agriculteurs, si tout ça continue, si le Rassemblement national décide, un peu embêter le Rassemblement national d'un point de vue judiciaire, de faire diversion sur un plan politique en sifflant la récré plutôt que prévu et en votant une motion de censure, alors il ne sera plus question pour le Premier ministre de vivre à son poste, mais de tenter d'y survivre. Ce qui est évidemment beaucoup compliqué. Difficile. Le manque de légitimité électorale de Michel Barnier. Je commence avec vous, Caroline Michel-Aguiar. À quel point ça peut le fragiliser dans un contexte comme celui qu'on est en train de décrire depuis le début de ce débat? Moi, je voudrais rebondir sur ce que dit Mathieu. En fait, il y a une donnée qu'il faut avoir en tête, c'est que Michel Barnier était éloigné de la vie politique française depuis 20 ans. Ouais. Depuis, il avait quitté la France, il était à Bruxelles, il a négocié le Brexit, etc. Donc, d'une certaine manière, il est en train de redécouvrir la France et de redécouvrir les problématiques. Voilà, il n'avait plus de mandat local. Il revient, c'est vrai qu'on peut douter du fait qu'il n'avait pas très envie du poste, mais le fait est qu'il n'avait plus de contact direct avec toutes les problématiques d'une France qui a beaucoup changé. Donc vous dites que c'est son premier handicap, ça, plus que sa légitimité d'une certaine façon ? En fait, ça explique, je pense, un certain nombre de choses un petit peu comme ça. Il dit comme ça et puis il dit l'inverse. Je pense qu'il redécouvre toutes les problématiques et tout ce que ça implique l'une après l'autre. Et par ailleurs, il y a cette deuxième difficulté que vous soulignez, qui est ce qu'on dit depuis qu'il a été désigné. Il n'a pas d'assise électorale, au sens où il n'est pas issu d'une victoire électorale. Il n'a pas été choisi sur un programme. Ses ministres autour de la table, il en connaissait un tiers, il y a 2 tiers qui découvrent en même temps qu'ils découvrent le reste des problématiques. Donc il accumule comme ça les handicaps, sachant qu'à 73 ans, il était aussi plus près de la retraite, donc il n'avait pas autour de lui toute une écurie de jeunes élus locaux, par exemple, qui lui remonteraient. Voilà. C'est quand même tout un tas de petites difficultés qui s'accumulent et qui expliquent, je pense, que ça patine au démarrage. Bernard Huillier, vous avez l'expérience des conflits sociaux de l'intérieur au sein même de certains cabinets ministériels. La légitimité du Premier ministre ou du ministre en charge de ces conflits, à quel point ça joue? Parce que c'est aussi des relations humaines, des relations tissées depuis des années parfois avec les leaders syndicaux, etc. Oui. etc. Oula, là vous mettez le doigt sur une question très sensible, parce qu'on parle du Premier ministre, mais il vient d'être dit, et à juste raison, que le Premier ministre, il est aujourd'hui rendu à son cabinet ou à son corps de fonctionnaire. N'oublions pas que son directeur de cabinet, il vient directement de chez Bruno Le Maire, de Bercy. De Bercy. Bon, et c'est-à-dire, il est l'incarnation même de tout ce que les agriculteurs, les gilets jaunes et d'autres catégories rejettent. C'est-à-dire que nous voyons poindre, et avec crainte, un populisme. Alors un populisme beuglant à l'extrême gauche, un populisme apparemment très bien élevé à l'extrême droite, mais un populisme qui ne demande qu'à critiquer cette caste de hauts fonctionnaires. Bien. Et il n'y a pas dans les équipes ministérielles d'aération venant de jeunes milieux politiques ou de personnes qui ont le sens du contact. Si je peux me permettre, et c'est pas du tout de la flagornerie, un Gérard Larcher, quand il était ministre du Travail, comme on dit facilement, il savait faire. Et il était vétérinaire, il savait ce que c'était qu'un syndicaliste. Il les rencontrait, il discutait avec eux, il les considérait. Là, ça reste très froid. Avec une nuance quand même, c'est que Michel Barnier, dès son arrivée, a souhaité marquer une rupture avec l'attitude hautaine et distante d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Donc, on en voit une première trace, une discussion qui vient d'aboutir entre patronat et syndicats sur l'assurance chômage et la retraite. Ouais. Jean-Marie Pernaut, l'autre difficulté, là on est en train d'accumuler en quelque sorte les handicaps d'un Michel Barnier dans cette période de conflit social qui s'ouvre, c'est quand même la négociation budgétaire, c'est-à-dire sa marge de manœuvre qui est
n'était déjà pas très importante, qui semble de moins en moins importante, Mathieu nous le disait, au rythme des concessions qui peuvent être faites aux uns et aux autres. Le principal handicap de Michel Barnier n'est pas sa personne, mais ce dont il hérite. C'est-à-dire qu'il arrive aux affaires dans un moment un tout petit peu compliqué, parce que, il y a la situation budgétaire que vous évoquez. On n'a pas parlé tout à l'heure, parce que ça fait pas... Si vous voulez, c'est important de s'intéresser à ceux qui se mobilisent. Oui. C'est aussi intéressant de regarder ceux qui ne se mobilisent pas. Et parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème non plus de ce côté-là. Je crois quand même beaucoup de Français ne votent plus depuis un bon moment. Beaucoup n'ont pas digéré l'inflation, parce que les gens ont l'impression que l'inflation, il n'y en a plus, sauf que les prix ne sont pas ceux qu'ils étaient il y a 3 ans, alors que les salaires, eux, ont très peu décollé. On a géré l'inflation à coup de primes. Les primes, c'est one shot. On se retrouve quand même avec le salaire de départ. Il y a beaucoup, quand on voit la queue quand même au Resto du Cœur et autres, il y a de quoi être préoccupé largement sur la situation de ce pays. Les étudiants dont on apprend que 1 sur 3 ne mange pas à sa faim, l'état des facs, l'état des... je crois que le pays est vraiment en situation extrêmement difficile. On pourrait rajouter à ça, pardon de vous interrompre, les plans sociaux, les fermetures j'allais y venir. Annoncées chez Michelin ou les fermetures de hypermarchés chez Auchan. Toute la politique de l'offre dont on nous parle depuis des années, elle est justifiée par l'impératif de réindustrialisation qui ne marche pas. On annonce il y a plus de 126 000 emplois en 5 ans, mais une production en volume de l'industrie qui baisse. Et puis les annonces, il y a 200 annonces à peu près qui sont à attendre dans l'industrie de suppression d'emplois, dont Valeo et ceux qu'on a eu là dans l'industrie, à Michelin par exemple, même un des fleurons de l'industrie française, n'augure rien de très bon. Et ça, je crois que c'est ça le problème de Michel Barnier. C'est avec ça qu'il aura à faire, outre le fait d'éteindre les incendies ici ou là, c'est de travailler sur la matière profonde d'une société française qui, on a l'impression, part un petit peu par tous les bouts. Mais je reviens à cette question budgétaire, Bernard Villiers, c'est-à-dire que pour l'instant, il doit gérer l'urgence, Michel Barnier. Les réformes de fond, parce que ce que vous appelez finalement, c'est des questions de fond, est-ce qu'il est en capacité de les... Déjà, avec une légitimité politique... on va dire faible, c'est le mot que je choisis, et puis une marge de manœuvre budgétaire, je vais aller encore plus loin, nulle, ou quasi nulle. Oui, pour l'instant, il est cornérisé. Il est dans un coin, il n'a pas les moyens, il a les poches vides. Et il n'a pas tracé, en tout cas à ce jour, une ligne directrice. La ligne des gouvernements précédents, depuis 2017, c'était la politique de l'offre. Et même avant, il y a eu de bons résultats. En 2015, le taux de chômage était de 10,5%. Il est aujourd'hui de 7,4%. Il risque de remonter à la fin de l'année prochaine et friser les 8%, autour de 8%. C'est préoccupant, mais c'est une belle avancée. La politique de l'offre a apporté à notre pays. Et l'industrialisation, la réindustrialisation du pays, c'est, comme d'autres pays européens, un objectif nécessaire. Parce qu'il nous faut, sur les technologies nouvelles, structurer une économie où l'industrie compte. Et c'est du long terme. Et pour l'instant, les préoccupations du Premier ministre, c'est des préoccupations budgétaires qui, comme chacun sait, démarrent au 1er janvier et se terminent au 31 décembre. Mathieu ? Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet, mais on peut difficilement lui en faire le reproche, vu qu'il est arrivé là, non pas par hasard, mais un peu par défaut. Alors il avait développé, lui, son propre projet, parce qu'il est quand même revenu dans la vie politique un petit peu avant cet été. Il était candidat à la primaire LR pour la présidence de la République en 2022, donc il s'était intéressé, mais il avait surtout parlé de sujets régaliens. Il était devenu, lui, l'Européen tapant sur les règlements, la réglementation européenne et la justice européenne, et puis sur l'immigration, voilà, très dur. Pour le reste, il ne peut pas y avoir de vision ou de cap commun parce que c'est un attelage entre des perdants. On l'a dit, la droite républicaine a fait 5% aux élections législatives. Les macronistes ont été réduits, ils ont perdu 100 députés dans l'aventure, donc de la dissolution. Donc ces gens-là n'ont rien en commun. Les transfuges étaient déjà partis, ceux qui restaient se détestaient. On le voit bien, ils sont déjà tous dans l'étape d'après de 2027. Donc Michel Barnier, il doit composer avec une situation budgétaire extrêmement dégradée. Ses réflexes sans doute de bon sens et une des inspirations sur peut-être 1 ou 2 ou 3 sujets. Le reste, c'est la machine étatique qui suit son cours. Et donc les mêmes notes de directeurs de cabinet qui arrivent, les mêmes administrations qui proposent les mêmes choses. Et au final, quel changement de politique ? Les Français se sont prononcés quand même pour un changement politique.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est exactement la même qu'il y a quelques mois. On va parler maintenant du budget de la sécurité sociale. Et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre pour boucler ce budget. Est-ce qu'il faut travailler plus? Bonsoir Steve, bienvenue à vous. C'est la question qui est posée. Faut-il travailler plus pour renflouer les caisses de la Sécu? Oui Thomas, selon les sénateurs, il faut travailler plus pour gagner pareil. C'est une proposition des sénateurs qui demandent d'instaurer une deuxième journée de solidarité. Celle-ci s'intitulerait contribution de solidarité par le travail. Derrière cette formule technique se cache quelque chose de très concret pour tous les salariés de France, qu'ils travaillent dans le privé ou dans le public. Ils devront bosser 7 heures de plus par an pour le même salaire. En contrepartie, les entreprises verseront environ 2,5 milliards d'euros de cotisations supplémentaires à la Sécu. Cet argent servira à financer l'aide aux personnes âgées dépendantes et aux personnes en situation de handicap, Thomas. Alors, est-ce qu'on a une idée du point de départ? Ça commence quand? Est-ce qu'on va pouvoir choisir comment répartir ces 7 heures de travail gratuit? Alors pour l'instant, la mesure n'a pas encore été votée. Il ne s'agit que d'un amendement déposé par la Commission des affaires sociales du Sénat. Il va être discuté cette semaine dans le cadre de l'examen du budget de la Sécu. La gauche va s'y opposer, mais la majorité sénatoriale y est favorable. Gérard Larcher lui-même la plébiscite. Cette mesure est portée par le Sénat depuis plusieurs mois. On ne peut pas se plaindre en permanence qu'on ne répond pas à l'enjeu de l'autonomie et du vieillissement sans répondre par une démarche de solidarité. Déclaration dans le JDD, Thomas. La semaine dernière, les membres de la Commission des affaires sociales ont apporté des précisions sur le périmètre d'une telle mesure. Écoutez. Ce n'est pas la suppression d'un jour férié, comme ça a pu être dit et écrit. C'est vraiment une contribution. Ça répond à la définition, en tout cas à mon sens, du mot solidarité, où on contribue en donnant un peu de soi, un peu de son temps, un peu de son travail. Officiellement, donc pas question de supprimer un jour férié en particulier. Les 7 heures pourraient, par exemple, être réparties sur l'ensemble de l'année. Les sénateurs renvoient à un accord d'entreprise ou un accord de branche pour fixer les détails dans le secteur privé, Thomas. Et qu'en pense le gouvernement? Il dit ni oui ni non, bien au contraire. Dans un entretien accordé la semaine dernière à nos confrères de Ouest France, Michel Barnier s'est montré plutôt sceptique à l'idée. Je suis très réservé sur cette idée, complexe à mettre en œuvre et dont je ne suis pas sûr qu'elle rapporte ce que certains prétendent. Ce qui est en jeu, c'est qu'il y ait davantage de Français qui travail, on a connu soutien plus enthousiaste, mais au gouvernement, ils ne sont pas tous sur cette ligne. Début novembre, le ministre de l'économie, Antoine Armand, n'avait pas dit non. Ouvrons le débat. L'objectif doit être d'accroître le nombre d'heures travaillées sur l'année pour pouvoir financer notre modèle de protection sociale auquel nous tenons tous. La semaine dernière, Antoine Armand a trouvé l'idée intéressante, voire judicieuse. Même son clocher Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui approuve et valide la mesure. Il a dit hier dans notre émission le grand jury. Quelle ligne Thomas va l'emporter au sein du gouvernement? Une chose est sûre, il va falloir trouver de l'argent quelque part. Le déficit de la Sécu pour l'année en cours devrait atteindre les 16 milliards d'euros. Merci beaucoup Steve. Bon, travailler plus pour gagner pareil. Jean-Marie Pernaut, est-ce que c'est ça? Puisqu'on est dans un débat sur la marge de manœuvre d'un Michel Barnier face à des grognes sociales qui s'accumulent. Est-ce que c'est un facteur de grogne sociale supplémentaire? C'est très mobilisateur comme slogan, ça c'est sûr, oui. Bon, je ne sais pas si ça sera jugé à la hauteur de la situation, si vous voulez. Moi, je pense que le problème de l'emploi va reprendre... l'indicateur remonte un peu, on ne sait pas s'il va remonter trop. C'est 17% chez les jeunes, quand même, entre 15 et 24 ans. Hein. Il y a un problème... plus particulier du côté de ces catégories-là. Non, moi je crois qu'on est dans le détail, là. 12 milliards, on est là à courir. Ils vont se rendre impopulaires pour quelque chose qui, dans le meilleur des cas, rapportera le chiffrage indiqué. Il faut regarder les rapports de la Cour des comptes qui alertent sur des dépenses tout à fait... qui mettent en question, je ne sais pas, par exemple, la politique de l'apprentissage. Parce que le fameux arrangement de l'indicateur d'emploi, il est lié en grande partie pour le tiers à l'apprentissage. Bon, c'est bien l'apprentissage, le problème c'est que ça coûte 20 milliards d'euros. Et que la question est de savoir si ces 20 milliards d'euros sont bien employés là,
Et la France était en retard par rapport à d'autres pays d'Europe sur l'apprentissage. Oui, enfin l'apprentissage en Allemagne, c'est pas la même chose. Hein. C'est une institution et elle est beaucoup moins aidée par l'État. Alors justement, elle est surtout portée par les entreprises, parce que les entreprises investissent dans les apprentis. Là, c'est la puissance publique. Enfin, c'est les impôts de vous et moi. Qui coûte trop cher, quoi, c'est ça? Oui, enfin, le rattrapage, si vous voulez, l'apprentissage, il est ciblé sur les emplois industriels. Aujourd'hui, vous avez des Master 2 qui sont en apprentissage. Moi, je peux vous citer une multinationale qui, dans son secteur, a licencié des gens pour embaucher des apprentis. Parce que les apprentis, comme ils sont payés par les impôts en grande partie, c'est beaucoup plus commode de faire ça. Donc, si vous voulez, on remplit une bouteille qui se vide de l'autre côté. Donc, c'est pas une politique durable. En plus, elle est d'un coût pour la puissance publique. De même, d'ailleurs, que la plupart des aides aux entreprises sur lesquelles on s'abstient de faire des bilans d'efficacité réels. Donc, ce discours pour récupérer là quelques milliards en faisant travailler les Français plus longtemps. Bon, outre le caractère, enfin, c'est un peu vichiste, moi, je trouve, comme résonance. Mais bon, oui, le travail, c'est toujours bien quand on rallonge le temps de travail, parce que le reste, c'est opposé à la société des loisirs. Si on se compare à d'autres pays européens, on n'est pas ceux qui travaillent le plus en Europe. Non, par contre, on est ceux qui ont les conditions de travail. On est ceux qui ont les conditions de travail les plus défavorables. Et c'est le pays qui a le plus d'accidents du travail depuis 10 ans dans l'Union européenne. Et je pense que c'est aussi par là qu'on règle la question du travail, qu'on règle aussi le peu d'appétence qu'ont les jeunes aujourd'hui pour aller travailler dans l'industrie. Il n'y a pas seulement l'annonce des plans de suppression d'emplois pour les dissuader, il y a aussi les conditions de travail qui sont extrêmement paisibles. Il faut voir ce qu'est devenu le travail dans notre société. C'est une activité humaine qui broie les individus, qui crée du burn-out ici et de l'accident du travail là. Et tous ces sujets-là, qui sont des sujets véritablement de fond, on ne voit rien venir. On est là à savoir s'il faut piquer, on peut le déguiser autrement, mais prendre un jour de congé supplémentaire aux gens ou pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça à côté des problèmes qu'a notre société, que connaissent des millions de gens tous les jours quand ils vont au travail, pour ceux qui en ont un? Bernard Rivier, votre avis? C'est un sujet crispant et le monde du travail va réagir de façon négative et à peu de rendement. Ça a été dit dans la présentation de ce sujet. Ça va être fragmenté, on va mettre ça toute l'année, un peu chaque jour, 3 minutes par jour. Enfin, ça ne veut pas avoir un effet fort. Il est d'autres mesures qui sont intéressantes, c'est donner plus d'agilité au marché du travail. Nous avons un chiffre intéressant qui est la montée de l'emploi des seniors. Et donc, nous rejoignons là la France, les autres pays européens. Et puis, cessons aussi de ne penser qu'impôt nouveau. Le Premier ministre a dit, j'ai besoin, dans son discours de politique générale, j'ai besoin de 60 milliards, 20 milliards d'impôts et 40 milliards d'économies. Faisons le point aujourd'hui, il y a quelques courtes semaines. Où en sommes-nous? Nous avons largement dépassé le chiffre des 20 milliards. Combien en année? 30, 35 milliards. Quant aux économies... Alors ça, c'est facile à faire. On appuie sur le bouton. Et on fait des impôts. Les économies, ça ne se fait pas sur l'exercice budgétaire 2025. C'est très long. Et le corps social réagit. 4000 fonctionnaires à supprimer dans l'éducation nationale. Ça y est, tout le monde se lève. Il y a 1 200 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale. La démographie est telle qu'en effet, mieux gérer, et les personnels sont de qualité sur le plan personnel, mais mieux gérer, le mammouth éducation nationale mériterait un peu plus d'agilité et de management. Mieux gérer, parce qu'il y a quand même pas mal de classes dont la titulaire est malade, sa remplaçante n'est pas là, etc. etc. Enfin, bon, je ne vais pas dire qui m'a raconté ça aujourd'hui. Bien sûr, il y a des métiers qui ne sont pas valorisés. Individuellement, nous avons des personnels, comme dans toute l'administration française, très engagés, très impliqués, qui ont le sens du service public. Mais quand la machine est complètement grippée, il faut lui donner un peu d'agilité, un peu de réactivité. C'est une question de management et de responsabilité. Avec un dernier mot, tiens, une des annonces du jour faite par la ministre de la Santé en ouverture des débats sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, baisse de 5% des remboursements des médicaments et des consultations médicales. Et je reviens à la promesse initiale, là aussi, du Premier ministre Michel Barnier, de faire d'abord payer les plus riches, que ce soit les ménages ou les entreprises. Là, finalement, c'est les classes moyennes qui se retrouvent mises à contribution. Peut-être qu'il fallait être plus clair dès le départ, quoi. Encore une fois, je pense qu'il ne savait pas, en vérité. C'est-à-dire qu'il arrive, il pense qu'il a entendu, qu'il a interprété le vote des Français, avec notamment quand même cette dynamique du nouveau Front populaire. Il dit, je vais faire un petit peu plus de justice fiscale et sociale.
Et on atterrit sur des mesures petits bras. Je crois que c'est Mathieu qui l'a dit. On a l'impression d'avoir le pire, le musée des horreurs, des notes de directeur du Trésor. Et on n'a pas de vision. On manque terriblement de vision politique, de projets qui pourraient porter. Alors, il y a eu 1 ou 2 séminaires du gouvernement qui sont censés accoucher de ça, mais ça va être terrible de demander aux Français de se serrer la ceinture, de faire des efforts, quand on ne sait pas où on va, si ce n'est travailler plus pour gagner Paris. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Tiens, on parlait du Mercosur. À l'instant, en cette fin d'après-midi, nos confrères de l'agence France-Presse nous disent que le chancelier allemand a réaffirmé que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur devait enfin être bouclé. On était au cœur de nos discussions tout à l'heure. Merci et à bientôt sur Public Sénat.